Il s'appelle Olivier Ernest Jean-Marie. Il vient de proposer, de publier aux éditions Innoma un ouvrage titré Sortir de la pyramide hiérarchique. C'est un vaste programme, véritable programme politique. Olivier, bonsoir. Oui, bonsoir Pierre et bonsoir à la Martinique. Bonsoir à la Martinique. La Martinique est chère à votre cœur. Matin, midi et soir, vous pensez à votre pays. Il y a que ça dans votre tête, en fait. Vous pensez plus au pays et aux autres qu'à vous-même. C'est l'impression qu'on ressent quand on lit votre ouvrage. Disons que je suis un être relié, j'ai une communauté d'origine, j'ai un pays dans lequel j'ai grandi. Il fait partie aussi d'une communauté beaucoup plus large chez la planète Terre. Et c'est vrai que je suis préoccupé par le collectif et par l'organisation du collectif. Et la manière dont nous vivons ensemble, la manière dont nous décidons ensemble et la manière dont nous échangeons ensemble. Ensemble, c'est pas vraiment ce que vous expliquez. Vous dites tout à fait le contraire. On ne fonctionne pas du tout ensemble. Ah, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, très clairement, c'est pour ça que je suis préoccupé. Aujourd'hui, que ce soit dans la cité, dans la démocratie ou dans l'entreprise, on a plutôt tendance à travailler en mode de pyramide hiérarchique où le pouvoir, les décisions sont concentrées au sommet. Donc le sommet décide, conçoit ce qui doit être exécuté par la base. Et c'est vrai dans la vie démocratique aujourd'hui, les citoyens sont considérés seulement comme des électeurs. On est dans une démocratie intermittente où on vote. On vote si on est intéressé, on va voter. Si on est intéressé. Voilà, si on Parce est qu'en fait intéressé. ils font tout pour qu'on s'y intéresse de moins en moins, non? C'est clair que on a l'impression que certains partis politiques, certains hommes politiques font tout pour nous dégoûter. Et on a l'impression aussi que certains sentiments d'impunité dans la classe politique où tout est permis, sont au-dessus des lois. Et c'est vrai que cette impunité-là, ça génère du dégoût chez nous, du désintérêt, du désengagement et puis de l'abstention. On parle même plus de programme, on parle des affaires aujourd'hui dans le débat politique. Oui, parce que je pense que il y a une dérive, donc je dirais morale dans le comportement des élus. Mais pour moi, c'est un bon signe qu'on en parle, parce que cette dérive-là, elle n'est pas née hier, aujourd'hui, elle existe depuis très 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 longtemps. Et il est bon de tout savoir sur les uns et les autres. Oui, je pense que la transparence, c'est une garantie de bon fonctionnement de la démocratie. Mais si c'est transparence pour les politiques, c'est transparence pour vous, pour moi, pour notre voisin de palier. On devrait alors comme dans certains pays du nord de l'Europe, savoir tout, connaître tout. Il suffit d'ouvrir une Bible, de savoir combien paye d'impôts le voisin, combien il gagne par mois, combien il paye de loyer. Je crois que c'est aux Pays-Bas que ça se passe comme ça. Oui, dans les pays scandinaves aussi, il y a une très très grande transparence, mais même aux États-Unis aussi, les salaires par exemple des employés municipaux sont sur les sites internet. Non, je préconise pas d'arriver jusque là, mais je pense que quand on exerce des responsabilités politiques et qu'on gère de l'argent public et qu'on est indemnisé par de l'argent public, on a un certain nombre de comptes à rendre à la population. Et il y a aujourd'hui dans le mode d'indemnisation de certains élus, je dis bien certains élus, comme les parlementaires, des aberrations. Il y a des indemnités de représentation de frais de mission qui sont remboursées sans justificatif, qui sont de l'ordre de 6 000 € par mois. Il y a des caisses noires dans lesquelles on a le droit de piocher. Il y a eu des caisses noires. Certains candidats à l'élection présidentielle sont concernés. Mais tout cela, je pense qu'avec la transparence, avec l'action de certaines organisations comme Anticor ou Transparency International, ça va devenir de plus en plus difficile pour les élus de pratiquer ce type de dérive-là. Et je pense que c'est une bonne chose pour la démocratie. Alors, le truc c'est, est-ce qu'il y a qu'une seule façon de répartir et d'organiser le pouvoir? Est-ce qu'on peut pas mettre fin à cette pyramide? En fait, c'est ce que vous proposez avec cette réflexion. Et vous dites, il y a un petit nombre d'acteurs qui décident pour le reste du monde, carrément, que ce soit en Martinique, en France, un petit peu partout. Ce sont des décideurs. Ils ont le droit, eux, de donner leur avis, de lancer des façons de faire. Ils prennent une décision. Et nous, petites mains, on suit, on est là un petit peu comme des boutons, et on est obligé de s'exécuter, sinon on prend la porte. Oui, et puis alors l'idée c'est que c'est un système qui aujourd'hui a atteint ses limites
parce que ça crée du découragement, du désengagement. Donc aussi bien au niveau de citoyen, dans notre citoyenneté, qu'au niveau du monde du travail, par exemple. Tout à fait. Dans la cité, très clairement, les phénomènes d'abstention, le fait que les partis politiques sont aujourd'hui désertés, il y a de moins en moins de militants dans les partis politiques, et au niveau hexagonal, ils sont tellement peu nombreux qu'ils sont obligés d'organiser des primaires. Donc d'élargir le champ de mais ça c'est justement un aspect participatif que vous avez envie d'encourager. Bien sûr, non mais c'est très bien. Non mais ça part du constat du fait qu'aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin que cela. Il faut aller beaucoup plus loin que cela. Il y a même des candidats à l'élection présidentielle qui voient bien que les institutions démocratiques françaises de la Ve République sont à bout de souffle et proposent des Sixième République ou des aménagements de la Constitution. C'est un peu ce que vous proposez aussi. C'est très bien, ça va dans le bon sens, il faut l'encourager. Et puis, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans la démocratie? C'est que le citoyen est un peu mis à l'écart des décisions qui le concernent. Et c'est pour ça que dans le livre, je traite d'un outil pratique. C'est une pratique qui a été mise en œuvre au Brésil depuis 1989, qui est le budget participatif. Mmh. Parce que ça fait quelques années que je parle donc d'intelligence collective, de démocratie. Vous êtes présenté, on a l'impression que c'est pas une petite vengeance par rapport à celles et à ceux qui ont remporté les dernières élections. Vous êtes présenté, il y avait votre affiche, il y avait la possibilité de voter pour vous aux dernières élections. Alors je me suis présenté aux élections législatives de 2012 et puis j'ai soutenu aussi activement une liste, la liste de Martinique citoyenne. Mmh. Qui était donc menée par Nathalie Josse aux élections de la collectivité territoriale. Je voulais pas la citer, mais ça y est, c'est fait. De Martinique. Mais oui, non, mais c'était public. Bon, c'était pas un secret d'État. Et donc, oui, donc je me suis engagé au niveau des élections. Non, je dirais que c'est pas une vengeance, c'est juste un prolongement. J'ai l'impression en fait que un approfondissement. C'est un traumatisme. Vous avez 24 ans, vous découvrez le monde du travail après 5 années d'études en France. Vous revenez au pays et au sein de votre première entreprise. Après avoir subi le service militaire, vous dites non, c'est pas possible. Dès l'instant où vous rentrez dans la vie active, ça y est, vous avez envie de tout casser, de tout changer, de prendre les choses en main. Ben, même avant ça, hein, disons que dès que j'ai commencé mes études donc dans l'Hexagone, je me suis investi dans les associations donc d'étudiants. Et l'objectif de beaucoup d'entre nous, c'était très clairement de rentrer au pays pour contribuer au développement, au rayonnement de notre pays. Mmh. Et donc j'ai eu l'occasion de faire mon service militaire dans une collectivité locale. Et j'ai pu constater que il y avait un très très gros gâchis humain. Mais déjà là, ça vous est insupportable apparemment. Ben oui, c'est parce que si vous voulez, vous en parlez du service militaire très très peu, mais il suffit de lire entre les lignes, quoi. Oui, tout à fait. Disons que, alors en plus moi j'étais privilégié puisque moi j'ai des copains qui ont fait le service militaire à la caserne. Et moi, je leur disais que j'étais assez impressionné par ce que je constatais en termes d'organisation collective dans une collectivité locale. Et j'ai vite compris que je ne pourrais pas m'épanouir dans ce cadre-là. Et c'est pour ça que je me suis dirigé donc vers la création d'entreprise, vers le monde de l'entreprise, dans lequel j'ai croisé aussi d'autres pyramides hiérarchiques, hein, très clairement, jusqu'à ce que je puisse créer des environnements qui permettent aux associés de s'épanouir et d'aller au travail avec la banane et pas à reculons, pas entrer dans les pieds, et avec un engagement et une mobilisation de notre potentiel créatif. Donc vous dites que c'est possible et vous l'avez déjà étudié, vous l'avez mis déjà en place, vous l'avez déjà exécuté ce fonctionnement. Oui, je travaille dans des structures où les collaborateurs ou les associés étaient extrêmement libres, avaient une très très grande autonomie. Ça veut dire qu'ils prennent une décision, ils ont le droit eux, à la décision, ils prennent des initiatives comme on dit. Exactement. Et la règle c'est l'autogouvernance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de supérieur hiérarchique pour vous dire ce que vous devez faire, quand vous devez le faire et comment vous voulez le faire. Et ça, ce sont des pratiques qui existent aussi, donc j'en parle dans le livre, donc je parle de l'holacratie, qui est une nouvelle manière d'organiser les entreprises et qui permet de décrire très 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 précisément quel est le rôle de chacun, de décrire quel est le système de délégation, donc
quels sont les domaines sur lesquels on a autorité, et surtout c'est un système qui permet d'actualiser le fonctionnement de l'organisation pour lui permettre de s'adapter à un environnement qui bouge à chaque seconde aujourd'hui. Donc il existe aujourd'hui des alternatives, des pratiques. C'est pas des théories, c'est pas de la science-fiction, que ce soit dans la démocratie avec le budget participatif ou dans l'entreprise, l'organisation avec l'holacratie, des alternatives à la pyramide hiérarchique qui crée de la dévitalisation et du désengagement des collaborateurs. Et tout ça pour un résultat collectif un peu déplorable. Ouais, c'est pas brillant, mais certains disent qu'ils font le maximum au quotidien. Vous avez plein d'idées, hein. Il y a plein de choses. J'ai lu quelques écrits. Vous dites que sur d'autres choses, hein, que la pyramide hiérarchique. Par exemple, c'est complètement utopique, mais ça vous ressemble bien. Le racisme qui existe en Martinique doit être identifié, nommé, reconnu, combattu et condamné. Que la répartition des revenus en Martinique est profondément inégalitaire et que ces inégalités doivent être corrigées. Mais c'est un monde merveilleux. Que les hommes politiques ne peuvent pas changer la Martinique sans la contribution des citoyennes et des citoyens à la prise des décisions politiques. Ça aussi, ce serait génial. Je suis convaincu que la vérité, on va arrêter là, je suis convaincu que la vérité est un élément majeur de la vie sociale, un élément de simplification du vivre ensemble, Oui, c'est plein de promesses, c'est beau, ça c'est un programme. Mais je pense qu'il faut se dessiner, que ce soit à titre individuel ou collectif, un horizon et pour justement se lever le matin et se donner une direction. Et c'est vrai que on vit dans une société en Martinique, mais aussi, je dirais, dans d'autres pays du monde, mais comme c'est la Martinique qui nous intéresse là, on vit dans un pays où tout n'est pas dit, où on fonctionne, on a l'habitude de dire oui alors qu'on pense non. Et je pense que ça nous ferait du bien de pouvoir nommer les choses, les identifier pour traiter les problèmes. Et même si les situations sont complexes, c'est pas parce qu'une situation est complexe qu'il ne faut pas essayer de chercher une solution. Donc, alors, à quoi c'est dû cette pyramide hiérarchique? En fait, il y a des gens qui se complaisent dedans. Ah oui, non, mais en plus, elle nous a permis, c'est un mode d'organisation, donc dans l'entreprise, dans l'organisation, dans le travail. Mais c'est valable dans les États, c'est valable, ça a toujours été comme ça. Il y avait le roi, et puis il y avait ces... Oui, il y a eu le roi, mais après, en France, il y a une révolution où, après, on est passé à un système donc de gouvernement représentatif. Mais où le pouvoir... Et on a l'impression d'être en monarchie encore quelque part. Ah ben oui, avec les institutions françaises telles qu'elles sont là actuellement organisent une véritable monarchie institutionnelle. Hein. Je sais pas si... Mais en Martinique, c'est pareil, à un autre niveau. Ben écoutez, oui, d'autant plus qu'aujourd'hui les pouvoirs sont concentrés dans ce lieu au niveau local, donc par rapport à la collectivité territoriale de Martinique. Avant, le conseil pouvait contrer l'autre conseil, il pouvait y avoir discussion. Et là encore, on est très clairement dans une situation où les citoyens n'ont pas été consultés, où une majorité de ceux qui se sont exprimés le 24 janvier 2010 ont voté pour une collectivité unique, et on a fait confiance. On a fait confiance à nos politiques, et on leur a fait en fait un chèque en blanc, et ils ont conçu des institutions qui aujourd'hui ont du mal à fonctionner. Et même j'écoutais dernièrement le président de l'Assemblée de Martinique qui disait que le format qui avait été choisi n'était pas le plus efficient. Donc là encore... Mais ils ont tout fait pour y arriver aussi. Oui, c'était attendu avec hâte. Oui, tout à fait. Mais là où nous aussi citoyens, nous devons peut-être changer de comportement, c'est que et si c'était à refaire, moi ce que j'aurais conseillé, c'est que non seulement on vote sur le principe, un principe de dire oui, on veut une collectivité unique. On avait dit non à un moment. Ah ben oui, on a dit non en 2003. Moi, oui, tout à fait. Non, il y a très longtemps. Mais en 2010, on a dit oui, hein. Même s'il y avait un très 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 faible taux de participation, on a quand même dit oui le 24 janvier 2010. Et ensuite, en fait, quand tout nous a échappé, tout a échappé aux citoyens.
Et c'est en le fait, mec marrant qui puisse s'échapper, quoi. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement avec certains élus de l'époque, qui ont conçu donc le format de collectivité territoriale de Martinique là, qui a énormément de mal à démarrer, à fonctionner. Vous parlez et vous dites je veux réenchanter la cité martiniquaise. Oui, parce que je pense qu'aujourd'hui la vie démocratique martiniquaise est un peu triste. Ouais. Elle est un peu triste. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Les taux d'abstention, je vous donne un exemple. C'est juste non, c'est ça, c'est parce juste que ça se passe dans les urnes. Enfin, non, ça c'est un exemple. Je vais vous citer d'autres exemples. Ça c'est un exemple. C'est-à-dire que en 1983, on élisait le premier conseil régional. Mm-hmm. Donc la première assemblée du conseil régional. On avait déjà là 40% de taux d'abstention déjà. En 2015, donc on élisait donc la première assemblée donc des conseillers de Martinique et là on était à 60% d'abstention. Donc ça, je pense que ça c'est quand même un élément important. Donc parce que les citoyens martiniquais ne se sentent pas impliqués, ne font plus confiance. On a aussi un autre élément, c'est que les partis politiques perdent des militants aujourd'hui, très clairement. Ils sont de plus en plus muets, les partis politiques. Il faut vraiment aller dans les assemblées, dans les cellules pour entendre leur discours. On a l'impression qu'ils communiquent pas. Ils sont bavards seulement quand les élections arrivent. Et aujourd'hui, dans les débats, il existe très peu de débats, de véritables débats idéologiques dans les partis politiques, où nous, citoyens, nous ne les percevons pas. Ce que nous percevons, c'est surtout des querelles autour d'investiture. C'est qui sera candidat, ou qui supporte quel candidat. On a vu qu'il y a des remous aujourd'hui au niveau du MIM, au niveau du PPM. Mais tout ça tourne toujours autour de candidatures aux élections, mais pas sur des débats d'idées, mais sur des élections. Mais justement, vous dites que les urnes, en fait, c'est comme une sévère punition de la part des électeurs pour les politiques. Aujourd'hui, nous, citoyens, on est amenés à utiliser le bulletin de vote, non pas pour des idées, mais contre. Donc on va voter contre quelqu'un, et il existe une très grande volatilité. Au niveau national, c'est ce qu'on a fait contre Sarkozy. Par exemple, donc Sarkozy a fait un mandat. Après, il n'a pas pu continuer. Et là, on a un président actuellement qui n'a même pas osé se représenter parce qu'il savait que la sanction tomberait. Et Hollande, bonsoir. Et voilà. Et c'est par exemple aussi, donc comme la population avait sanctionné Alfred Marie-Jeanne en 2010. Il l'avait pas pris, hein. Voilà. Il était pas content. Je pense je pense qu'il a dépassé ça. Mais ensuite, la population a ensuite sanctionné Serge Letchimy. Letchimy n'était pas content non plus. En 2015. Maintenant, ils sont nécessairement déçus, mais ça se comprend. Comment vous expliquez que ce soit les mêmes qui s'accrochent au même poste? Je pense que ça fait partie de la hiérarchie, en fait. Si on mange sur le plate-bande, et c'est ce que vous aviez osé faire, vous étiez le premier montré du doigt. On est mal vu. Hein. Écoute, on s'expose. C'est sûr qu'on s'expose, mais l'idée, c'est d'agir et de parler avec bienveillance, avec un esprit constructif. Donc il s'agit pas, comme on dit chez nous, de déchirer X ou Y, mais de constater les difficultés et puis de faire des propositions pour améliorer la situation. Donc oui, c'est vrai qu'on s'expose, mais c'est pour le bien du pays. Et vous vous êtes exposé alors que vous saviez que vous n'aviez aucune chance presque. C'est comme certains candidats à l'élection présidentielle aujourd'hui, et on le voit dans le débat organisé ce soir qui est à voir à 20h sur TF1, les petits candidats, ils sont même pas invités, quoi. Oui, donc c'est des situations aussi que j'ai eu l'occasion de connaître avec mes associés, ouais, mes camarades. Je fais un parallèle. Et mais moi j'ai l'habitude de dire que en élection c'est pas en coup de chouval. Donc on n'y va pas. On peut pas lancer des paris. On n'y va pas nécessairement pour gagner, mais on y va pour faire avancer, pour contribuer au débat démocratique. Et puis nous, en tant que citoyens aussi. On parle beaucoup de vote utile, et je pense que le vrai vote utile, le vrai vote, c'est le vote des convictions, mais pas des calculs électoraux pour savoir contre qui on doit voter. Donc je pense qu'il faut, nous citoyens, qu'on privilégie le vote pour. Donc, regardez parmi
les programmes, bon, quels sont les programmes qui correspondent à nos valeurs, à nos convictions, et sans faire de calcul pour voter contre X ou Y. Est-ce qu'on a le cran de voter pour ses convictions les plus profondes? Si vous voulez, il y a la fièvre. On en parle en famille, on n'ose pas dire souvent ce qu'on pense réellement. Dans le cadre de la famille, on suit le patriarche. Oui, il a voté toute sa vie à gauche, alors on va voter à gauche, même si on pense le contraire et vice versa. Bon, on n'est pas, si vous voulez, il y a un âge où on peut être suiveur, mais il y a aussi un âge où on peut voter en pleine conscience. Mais c'est vrai que le vote familial, le vote aussi de l'entourage, du voisinage aussi impacte. Et c'est pour ça qu'il faut voter en âme et conscience. Après avoir étudié les programmes, écouté les candidats, voter pour un candidat qui correspond à ses valeurs, à ses convictions, et ne pas voter, selon moi, contre quelqu'un, parce que ça dénaturait le caractère démocratique du vote, quoi. Il ne faut pas qu'on se dépossède de ce pouvoir que nous avons aujourd'hui, très faible, puisqu'on a ce pouvoir-là, donc pour les présidentielles tous les 5 ans, et pour les législatives aussi. Donc utilisons ce pouvoir à bon escient. Faisons pression pour que les institutions changent et par exemple aussi reconnaissent le vote blanc comme qui est toujours pas reconnu. Non, qui est pas reconnu comme un vote exprimé. C'est ça reste un vote nul. Voilà. Alors, il est pas nul. Il est considéré comme blanc. Ça, c'est une avancée, mais il n'est pas considéré comme un vote exprimé. Et donc ça, c'est une avancée démocratique pour laquelle, il me semble, nous devons nous battre. Et surtout, utilisons à bon escient notre bulletin de vote. Pour faire un héros, pour mettre quelqu'un comme ça à la une, vous dites nous n'avons pas besoin d'un héros. Non, nous pas besoin d'un héros encore. Et en 1980, Tina Turner chantait We Don't Need Another Hero. Tout à fait. Je pense qu'on est arrivé à ce stade-là ici en Martinique, mais aussi ça se voit aussi au niveau planétaire, et même certains hommes ou candidats on l'ont compris et le clament. Ils disent je ne suis pas un homme providentiel, et c'est vrai. On n'a plus besoin à un moment de notre histoire. Et nous ici, par exemple, il y avait Papa Césaire. Ça, c'était quelqu'un. C'était donc on avait un lien je dirais d'enfant à parents. Mais tout le monde le trouve génial, cet homme. Eh ben oui, mais aussi bien à droite qu'à gauche. Il était génial à une époque. Il y a une époque où tout le monde, c'est un peu le De Gaulle en France. Tout le monde se réclame gaulliste, quoi. Oui, c'est une de nos figures importantes de notre histoire. Mais on avait une relation alors donc de parents à enfants entre les élus et les citoyens. Et aujourd'hui, il me semble important qu'on ait une relation d'adulte à adulte entre citoyens. Papa a laissé ses enfants, et maintenant ils deviennent grands. Ils sont grands, ils sont autonomes. Ça aussi, c'est une utopie, non? C'est pas une utopie. C'est pas le fait qu'ils soient partis qu'on a tous grandi. Même dans nos têtes, c'est justement ce que vous êtes venu nous expliquer avec ce livre. Oui, et c'est pour ça que je cite en référence des gens comme Carl Rogers, qui est un psychologue humaniste américain, ou un homme d'État comme Václav Havel, qui a eu un regard très critique sur l'exercice du pouvoir, donc il a exercé pendant plusieurs années. Et je pense que aujourd'hui notre niveau, je dirais, de conscience, notre niveau de connaissance grandit dans la population. L'écart qu'il y avait avant entre un élu et je dirais les électeurs, l'écart culturel était énorme. C'est l'écart qu'il y avait entre Césaire. Il y avait le type qui avait fait des études, il était cultivé, et puis il y avait les petites gens. Voilà, exactement. Donc on lui faisait confiance à celui qui était parti faire de brillantes études à Paris. C'était un peu logique aussi. Exactement. Et si vous voulez, donc il y avait une très très grande confiance qui était faite, parce que c'est vrai qu'il y avait un écart. Mais aujourd'hui, le niveau d'études des Martiniquais a évolué. C'est tant mieux. Nous avons de plus en plus de moyens, même pour ceux qui n'ont pas fait d'études, de s'informer, de se cultiver, de se former aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on peut faire confiance aux citoyens martiniquais pour co-construire la cité qui lui appartient en fait.
Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand l'espace public nous appartient, c'est pour ça que nous allons voter. Et ce que moi je propose, c'est qu'on puisse, avec des méthodes pratiques, opérationnelles, qui ont déjà été éprouvées ailleurs, c'est qu'on donne de l'espace aux citoyens pour qu'il ait son mot à dire pour dessiner la Martinique dans laquelle il vit, dans laquelle vivront ses enfants, ses petits-enfants. C'est un hasard, la date de publication de ce livre par rapport au calendrier des votes à venir. Ah oui, c'est un hasard. C'est un livre qui a été écrit après une conférence que j'ai donnée dans le cadre de TEDx Fort-de-France en décembre. Et donc TEDx Fort-de-France, faut déjà y accéder, faut déjà pouvoir monter sur la scène et s'expliquer. Oui, tout à fait. C'est une véritable expérience et on a été aidé, donc notamment par des coachs comme Monsieur Brunet, Monsieur Burnett, et que je remercie d'ailleurs dans ce livre-là. Et donc TEDx, c'est un cycle de conférences annuel et qui regroupe donc des speakers qui donnent des conférences sur de l'innovation technologique ou l'innovation sociétale. Et donc ça s'est passé en décembre à Madiana. C'est souvent passionnant, les discours. Tout à fait. On aime pas, on est d'accord, on ne l'est pas, mais c'est toujours avec des idées nouvelles et c'est des choses qui permettent d'avancer et de croire dans un futur plus sain, on va dire. Oui, tout à fait. Et l'idée, c'est que donc après avoir réalisé cette conférence-là, c'est vrai, c'est pas évident de parler pendant une vingtaine de minutes, même si c'est un thème qui nous passionne. Après avoir fait cette conférence-là, donc j'ai eu l'idée d'écrire en fait compte. Donc c'est le contenu de la conférence, mais beaucoup plus approfondi, beaucoup plus étayé. Donc, c'est tout ce que je n'ai pas pu dire en 20 minutes qui se retrouve là. Donc, c'est un hasard. La publication de ce livre-là n'était pas programmée. C'est un pur hasard. Et je tiens à dire que ce n'est pas le livre de candidat. Donc, je ne suis candidat à aucune élection en 2017, très clairement. Ouais, d'accord. C'est pas le livre non plus d'un universitaire que je ne suis pas. C'est le livre d'un citoyen ordinaire. Donc, qui ne sait pas tout, qui ne voit pas tout, mais qui veut juste contribuer au débat démocratique. Et pour moi, c'est une invitation au débat. C'est facile de se dire citoyen ordinaire quand on ne l'est pas. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas élu, je suis pas candidat, je suis pas universitaire, je suis pas un spécialiste des sciences politiques, très clairement. Donc, je m'exprime depuis ma position de... Comme un président normal, il peut pas être normal parce qu'il est président, quoi. C'est pas possible. Et puis surtout qu'il était candidat. Donc, c'était pas vraiment. Et donc, le citoyen ordinaire, et par là, je veux dire aussi, je veux inviter mes concitoyens aussi à prendre la parole parce que notre parole est légitime. Même si elle est incomplète, même si elle est inachevée, même si ce n'est pas une parole scientifique, dès lors, selon moi, qu'elle est exprimée avec bienveillance, avec liberté, c'est une parole légitime dans une démocratie. Nous n'y doit pas aller, faut que nous parler. C'est ça, c'est la liberté, c'est pas l'anarchie, c'est la liberté de s'exprimer dans une démocratie. Olivier Ernest, Jean-Marie, on aurait pu revenir sur l'allocratie et ses 5 piliers. Vous parliez même du triangle dramatique. C'est valable dans la vie du couple, les relations de la cité, les uns avec les autres, les amis, les proches. Tout est possible à conflit, mais en même temps, on peut tous s'en sortir et on peut faire que les choses aillent mieux. Oui, chacun de nous a une part de responsabilité dans sa trajectoire individuelle et dans la trajectoire collective. Même si on n'est pas maître de tout, nous pas bon Dieu, mais on a une part de responsabilité à assumer dans les choix que nous faisons au niveau individuel, dans le type d'organisation collective dans lesquelles nous vivons, nous décidons, et que ce soit l'holacratie ou le budget participatif, donc qui sont des dispositifs collectifs, ils ne pourront pas marcher si nous, en tant que citoyens, on ne change pas de comportement, on ne sort pas des postures quelquefois que nous avons de victimes et de la fatalité. Donc nous pouvons reprendre la main au niveau individuel dans des organisations collectives différentes. Je vais finir avec cette petite phrase. Vous dites, Olivier, en fait, le but, c'est de se sentir utile. Oui, je pense que le but d'une existence individuelle et d'une organisation collective, c'est d'avoir un sens, donc et d'être utile
bon, à son entourage bien sûr, mais aussi à sa communauté. Et l'idée, c'est de vivre aussi en harmonie, que les hommes puissent vivre en harmonie aussi avec les écosystèmes qui nous accueillent depuis plus de milliards d'années. C'est ça, il y a tout à refaire. Olivier Ernest Jean-Marie, l'ouvrage s'appelle Sortir de la pyramide hiérarchique. C'est aux éditions Inoma. Merci infiniment d'être venu. Oui, juste 2 mots pour dire que je serai en signature. Je pourrais rencontrer les lecteurs. Donc samedi, ce samedi 25 là, le matin au rond-point. Et l'après-midi à la Galeria. Non, c'est l'inverse, je suis désolé. Mais samedi, restez connectés sur Facebook. Donc samedi matin, Galeria. Samedi après-midi, le rond-point pour rencontrer les lecteurs, échanger avec vous et poursuivre les échanges. Voilà, et vous présentez même pas en candidat libre pour cette année 2017. Pourtant, non. Il y a des scrutins là. Oui, il y en a. Il y a des suffrages.